Mon fils m'a envoyé une boîte de chocolats artisanaux pour mon anniversaire. Le lendemain, il a demandé, alors, comment sont les chocolats? J'ai souri et répondu, je les ai donnés à ta femme et aux enfants. Ils adorent les sucreries. Il est devenu silencieux, puis a chuchoté, terrifié, papa, tu as fait quoi? Le téléphone a sonné à 8h04 ce dimanche matin-là. J'étais assis dans mon fauteuil relax dans ma petite maison de 2 chambres à Lyon, en train de lire Le Progrès et de boire mon café. J'ai 70 ans, retraité de la Poste après 42 ans de service. Une vie calme, une vie simple. L'écran du téléphone affichait le numéro de Thomas. Mon fils, mon enfant unique. Bonjour, fils, ai-je répondu. Merci encore pour ces chocolats d'anniversaire. C'était vraiment attentionné de ta part. Papa, sa voix tremblait. Elle tremblait vraiment comme s'il venait de courir. Les chocolats que je t'ai envoyés hier. Tu les as mangés? J'ai souri en prenant une autre gorgée de café. Le colis était arrivé samedi après-midi par coursier. Des chocolats belges de luxe dans une boîte dorée avec un ruban bordeaux. Ça a dû lui coûter au moins 200 €. Bien trop cher pour l'anniversaire d'un ancien facteur. Ils avaient l'air trop chic pour un vieil homme comme moi. Tu sais, je préfère les trucs pas chers de chez Leclerc. Je les ai donnés à Sophie et aux petits-enfants quand je suis passé chez eux hier soir. Tu sais à quel point la petite Léa aime le chocolat. Silence. Un silence de mort. Horrible. Suffocant. Puis un cri. Pas un appel. Un hurlement. Tu as fait quoi? Le son m'a frappé comme un coup physique. Panique pure. Terreur pure. Je les ai donnés à ta famille, ai-je répété lentement, mon estomac commençant à se nouer. Pourquoi, Thomas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils les ont mangés? Sa voix s'est brisée. Est-ce que Léa en a mangé? Et Léo? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils les ont mangés? Je ne sais pas. J'ai déposé la boîte vers 19h hier soir. Sophie a dit qu'elle les garderait pour après le dîner des enfants. Thomas, qu'est-ce que? Il a raccroché. Juste couper la communication. Pas d'explication. Pas d'au revoir. La tonalité bourdonnait dans mon oreille. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé ma tasse de café. Elle a cliqueté contre la soucoupe. J'avais élevé ce garçon pendant 32 ans. J'avais changé ses couches quand sa mère nous a quittés alors qu'il avait 3 ans. J'avais cumulé 2 emplois. La poste le jour, la mise en rayon chez Carrefour la nuit pour payer ses études à l'université de Lyon. Je l'avais vu obtenir son diplôme. Je l'avais accompagné à l'hôtel quand il avait épousé Sophie il y a 8 ans. Et quelque chose dans ce cri, quelque chose de primal, de désespéré et de terrifié, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ces chocolats n'étaient pas un cadeau. C'était une arme. J'ai attrapé mes clés de voiture avec des mains tremblantes. Je les ai fait tomber 2 fois avant de réussir à démarrer ma Peugeot 207 de 2012. J'ai conduit jusqu'à la maison de Thomas à Écully. Un trajet de 15 minutes que j'ai fait en 8, grillant 2 feux rouges et un stop. La Renault Mégane blanche de Sophie n'était pas dans l'allée. J'ai appelé son portable. Ça a sonné 4 fois. Quand elle a répondu, elle pleurait. Jacques, sanglotait-elle. Jacques, on est aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse. Léa et Léo, ils ont mangé quelques-uns de ces chocolats que tu as apportés. 3 morceaux chacun avant que je réalise que quelque chose n'allait pas. Léa a dit qu'ils avaient un goût bizarre, comme du métal, comme des pièces de monnaie. Les médecins font des tests. Mon sang s'est glacé. J'ai littéralement senti le gel dans mes veines. Quel genre de test? Poison. Ils pensent que les chocolats étaient empoisonnés. Le mot n'avait aucun sens. Ne pouvait pas avoir de sens. Poison. Jacques, je ne comprends pas. Où as-tu eu ces chocolats? Qui les a envoyés? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas former de mots. Parce que si je le disais à haute voix, si je lui disais que son mari, le père de ses enfants, avait envoyé des chocolats empoisonnés à son propre père, cela deviendrait réel. J'arrive, ai-je finalement réussi à dire. Je suis en route, Jacques. Sa voix s'est brisée complètement. Où est Thomas? Il ne répond pas à son téléphone. Son bureau dit qu'il s'est fait porter pâle ce matin. J'ai besoin de lui ici.
Les enfants n'arrêtent pas de demander leur papa. Je vais le trouver, ai-je dit. Occupe-toi juste des enfants. Je vais trouver Thomas. J'ai raccroché, assis dans ma voiture dans l'allée vide de Thomas, fixant la maison, la belle maison dans un bon quartier. La maison avec le garage double, le jardin clôturé et la balançoire que j'avais aidé Thomas à installer il y a 3 ans. La maison qu'il avait payée avec de l'argent dont j'ignorais l'existence. Je suis Jacques Mercier, né en 1953, élevé à Lyon. Je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent, je n'en ai jamais eu besoin de beaucoup. J'ai vécu frugalement, économisé ce que je pouvais. Après 42 ans à la poste, j'avais une retraite correcte, une maison payée valant peut-être 200 000 €, des économies, une assurance vie que mon frère m'avait aidé à prendre, valeur totale du patrimoine, environ 420 000 €. Pas riche, mais confortable, plus qu'assez pour un vieil homme vivant seul. Thomas était mon seul héritier. Il aurait tout à ma mort. Nous en avions parlé une fois, il y a peut-être 2 ans, après une alerte de santé, des calculs rénaux, on pensait que c'était peut-être un cancer. Le notaire, Maître Laurent, un homme bien, exerçant à Lyon depuis 28 ans, avait rédigé les papiers pendant que j'étais à l'hôpital. Thomas avait été là, assis sur la chaise à côté de mon lit, posant des questions, regardant les documents. Il avait vu les chiffres, 420 000 €. J'ai conduit jusqu'à chez Martine, mon ex-femme. Nous étions divorcés depuis 29 ans, mais elle vivait toujours dans la même petite maison à Villeurbanne. Elle ne s'était jamais remariée. Elle couvait toujours Thomas comme s'il avait 12 ans au lieu de 32. Sa voiture était dans l'allée. La Volkswagen Golf noire de Thomas aussi. Je n'ai pas frappé, je suis juste entré. La porte était déverrouillée. Elle l'était toujours. Thomas était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains, toujours en pyjama. Dimanche matin, il aurait dû être chez lui avec sa famille. Il a levé les yeux quand je suis entré, m'a vu, est devenu blanc comme un linge. Nous nous sommes regardés pendant peut-être 10 secondes. Pourquoi, ai-je demandé. Il a ri. Il a vraiment ri, un rire aigu, désespéré. Parce que j'ai besoin de l'argent maintenant, papa. Pas quand tu mourras finalement de vieillesse dans une autre décennie. Les mots ont frappé comme un marteau. L'argent? Ton héritage? 420 000 €? J'ai vu les papiers quand tu étais à l'hôpital avec ces calculs rénaux. Le notaire les a laissés sur la table à côté de ton lit. Il s'est levé et je pouvais le voir maintenant. Le désespoir dans ses yeux. La folie. Je me noie, papa. Je me noie, putain. Te noyer dans quoi? Dette de jeu, poker en ligne, paris sportif. Je fais ça depuis 3 ans. J'ai perdu un demi-million d'euros. Les usuriers. Ce ne sont pas des gens qui négocient, papa. Ils veulent leur argent. Ils sont venus à la maison. Ils ont menacé Sophie. Ils ont menacé les enfants. Mon estomac s'est effondré. Tu ne m'as rien dit. Tu n'as pas demandé. Demander quoi? Ton petit bas de laine? Ça n'aurait même pas fait une égratignure. Il criait maintenant. Il faisait les 100 pas. J'ai hypothéqué la maison sans que Sophie le sache. J'ai pris des cartes de crédit à son nom, empruntées à ses parents. Je n'ai plus d'option. Alors tu as essayé de m'assassiner. Il a arrêté de marcher, m'a regardé, et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la honte, du regret. Puis c'est parti. Ça aurait été rapide, a-t-il crié. Sans douleur. Tu as 70 ans. De quoi as-tu besoin de 400 000 balles? Pour t'asseoir dans cette petite maison merdique et regarder la télé? J'en ai besoin maintenant. J'ai une famille à protéger. Tu as failli tuer tes enfants. Son visage s'est tordu. C'était ta faute. Il a frappé du poing sur la table. Une tasse de café a sauté. Tu étais censé les manger, pas les partager comme un putain de saint. Tu ne manges jamais les cadeaux. Tu dis toujours qu'ils sont trop chics. J'avais planifié ça depuis des semaines. La rage dans sa voix, le sentiment que tout lui était dû, l'absence totale de remords. Tu as failli tuer Léa et Léo, dis-je doucement. Tes propres enfants. Parce que tu leur as donné les chocolats. Tu as tout gâché. Martine est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait écouté. Son visage était pâle, choqué. Thomas, a-t-elle chuchoté.
Qu'est-ce que tu as fait? La ferme, maman. Il ne l'a même pas regardé. Il gardait ses yeux sur moi. Il mérite ça. Il a vécu sa vie. Il est vieux. Il n'a rien d'autre à vivre que de nous regarder galérer. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur qui s'était déjà brisé quand j'avais réalisé ce qu'il avait fait. Quelque chose de plus profond. La partie de moi qui était son père. La partie qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 32 ans. Cette partie est morte juste là, dans la cuisine de Martine. J'appelle la police, ai-je dit. Non, tu ne le feras pas. Thomas a eu un sourire narquois. Il a vraiment souri avec mépris. Tu es trop faible. Tu as toujours été faible. Tu ne m'as jamais puni pour rien. Jamais même une fessée quand j'étais gosse. Tu te souviens? Maman te suppliait de me discipliner et tu ne l'as jamais fait. Il avait raison. J'avais été faible. Je voulais être le bon parent, celui que Thomas aimait. Après le départ de Martine, j'avais surcompensé. Je l'avais laissé s'en tirer avec tout. J'avais trouvé des excuses. J'avais créé ce monstre. Tu as raison, Thomas, dis-je calmement. J'ai été faible. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Tu vois, je te l'avais dit, a-t-il crié derrière moi. Tu ne feras rien, tu ne fais jamais rien. Rentre chez toi, le vieux. Oublie que c'est arrivé. Je me débrouillerai avec la dette. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, je suis resté assis là un moment, puis j'ai appelé mon avocat. Maître Laurent, c'est Jacques Mercier. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi aujourd'hui. Tout de suite? Jacques, c'est dimanche matin. Je suis en famille. Mon fils a essayé de m'empoisonner. Il m'a envoyé des chocolats mélangés à de l'arsenic pour mon anniversaire. Je les ai donnés à ses enfants. Ils sont à l'hôpital en ce moment. Silence. Puis, je pars maintenant. Où êtes-vous? J'ai besoin d'engager un détective privé. J'ai besoin de documentation, de preuves, tout ce qu'on peut trouver. Et maître, ma voix s'est brisée. Je dois changer mon testament aujourd'hui. Je vais passer quelques appels. Retrouvez-moi à mon cabinet dans 1 heure. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai trouvé Sophie dans l'aile pédiatrique, 4e étage. Elle était assise entre 2 lits. Léa à gauche, 8 ans, cheveux bruns comme sa mère. Léo à droite, 6 ans, blond comme Thomas l'avait été enfant. Tous les deux avaient des perfusions. Tous les deux semblaient pâles, malades. Sophie s'est levée quand elle m'a vu, m'a serré fort dans ses bras. Elle tremblait. Qu'ont dit les médecins, ai-je demandé. Ils font des tests toxicologiques, des prises de sang. Ils n'arrêtent pas de me demander d'où venaient les chocolats. Quelle marque? Si j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle s'est reculée, m'a regardé. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Où est Thomas? Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Pas tant que je n'étais pas sûr à 100%. Je ne sais pas, ai-je menti. Premier mensonge que je lui disais en 8 ans. Une médecin est apparue. Jeune femme, peut-être 35 ans, blouse blanche, stéthoscope autour du cou. Badge, docteur Dubois, urgence pédiatrique. Monsieur Mercier? Je suis le docteur Dubois. Je m'occupe de Léa et Léo. Qu'est-ce qu'ils ont? Elle a jeté un coup d'œil à Sophie, puis à moi. Pouvons-nous parler en privé? Non, a dit Sophie immédiatement. Quoi que vous ayez à dire, dites-le devant moi. Le docteur Dubois a hoché la tête. Le panel toxicologique est revenu. Les 2 enfants ont été testés positifs au trioxyde d'arsenic. Des niveaux significatifs. Nous avons commencé une thérapie de chélation. C'est un traitement qui aide à retirer les métaux lourds du sang. Ils sont arrivés assez vite pour que le pronostic soit bon. Mais quoi? Ma voix semblait creuse. La concentration dans leur système suggère un dosage très élevé dans ce qu'ils ont ingéré. S'ils avaient mangé plus de 3 morceaux chacun, si un adulte avait mangé une portion complète, elle a fait une pause. Cela aurait probablement été fatal. Sophie a émis un son. Pas tout à fait un cri. Quelque chose de pire. Fatal, a-t-elle répété. Quelqu'un a essayé de les tuer.
L'arsenic était dans les chocolats, a dit le docteur Dubois avec précaution. Nous avons fait tester les morceaux restants de la boîte par le laboratoire de l'hôpital. Chaque chocolat contient des niveaux létaux de trioxyde d'arsenic. Ce n'était pas une contamination accidentelle. C'était délibéré. Je me suis assis lourdement sur l'une des chaises de la salle d'attente. La police a été prévenue, a continué le docteur Dubois. Ils voudront vous parler de la provenance des chocolats. Il y aura une enquête. 2 inspecteurs sont arrivés 20 minutes plus tard. Le lieutenant Rodriguez de la police judiciaire de Lyon et le capitaine Martin. Ils ont interrogé Sophie d'abord. Elle leur a parlé des chocolats, comment je les avais apportés hier soir. Puis ils m'ont interrogé. Monsieur Mercier, où avez-vous obtenu les chocolats, a demandé Rodriguez. Mon fils me les a envoyés pour mon anniversaire. Ils sont arrivés hier par coursier. Votre fils, Thomas Mercier, le père des enfants? Oui. Et je les ai donnés à sa famille. Je n'aime pas les chocolats de luxe. Je pensais qu'il les apprécierait plus. Rodriguez et Martin ont échangé un regard. Monsieur Mercier, a dit Martin avec précaution. Êtes-vous au courant que votre fils vous a appelé ce matin? Qu'il a demandé des nouvelles des chocolats. Mon estomac a chuté. Comment savez-vous cela? Nous avons demandé les relevés téléphoniques en urgence. Votre fils vous a appelé à 8h04. L'appel a duré 47 secondes. Ensuite, il a immédiatement appelé le portable de sa femme 4 fois. Elle n'a pas répondu car elle était déjà en route pour l'hôpital. Qu'est-ce que votre fils a dit lors de cet appel? J'ai tout raconté. La panique dans la voix de Thomas, sa terreur quand j'ai dit que j'avais donné les chocolats. Monsieur Mercier, je dois vous poser une question directe. Rodriguez s'est penché en avant. Croyez-vous que votre fils vous a envoyé des chocolats empoisonnés? La pièce est devenue silencieuse. Oui, ai-je dit. Je crois qu'il a essayé de me tuer. Sophie a halté depuis l'embrasure de la porte. Non, a-t-elle chuchoté. Non, c'est impossible. Thomas ne ferait pas ça. J'ai parlé avec lui ce matin, ai-je dit. Chez sa mère. Il a avoué. Il a des dettes de jeu, 1 demi-million d'euros. Il a besoin de mon héritage. Il a dit que ça aurait été rapide, sans douleur, que je suis vieux et que je n'ai pas besoin de l'argent. Sophie s'est effondrée sur une chaise, a commencé à sangloter. Il a failli tuer ses propres enfants, ai-je continué, ma voix plate. Et sa seule inquiétude était que j'avais gâché son plan en donnant les chocolats. Rodriguez s'est levé. Nous devons interpeller votre fils. Savez-vous où il est? Il était chez sa mère, rue Paul Verlaine à Villeurbanne. Nous envoyons des unités là-bas maintenant. Il a regardé Sophie. Madame Mercier, je sais que c'est difficile, mais nous aurons besoin que vous veniez au commissariat pour faire une déposition officielle. Je veux divorcer, a dit soudain Sophie en me regardant avec des yeux rouges et gonflés. Jacques, je demande le divorce aujourd'hui. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Je prends les enfants et on part. Il ne les approchera plus jamais. 3 heures plus tard, Thomas a été arrêté chez Martine. Tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui sur mineur de moins de 15 ans. La police a trouvé plus de poudre de trioxyde d'arsenic cachée dans sa voiture. Il s'est débattu, a crié, a prétendu que je mentais, que j'étais un vieil homme sénile qui inventait des histoires. Puis ils ont joué l'enregistrement de son appel téléphonique, l'appel de 8h04, celui où il avait paniqué. Il l'avait saisi auprès de son opérateur. Son avocat commis d'office lui a dit de se taire, mais Thomas ne pouvait pas s'en empêcher. En garde à vue, Rodriguez m'a dit plus tard, Thomas n'arrêtait pas d'insister que c'était ma faute, que j'avais tout gâché en étant généreux, que j'aurais dû manger les chocolats moi-même. Il n'a jamais demandé une seule fois des nouvelles de ses enfants. Maître Laurent, mon avocat, a travaillé vite. Le mardi, nous avions un rapport complet du détective privé. Elle avait tout trouvé. Des reçus d'un chocolatier artisanal de la Presqu'île. Thomas avait acheté une boîte sur mesure il y a 2 semaines, payé 340 € en espèces. Des SMS entre Thomas et un certain Rick discutant de résoudre le problème et de faire en sorte que ça paraisse naturel. Rick s'est avéré être Ricardo, un usurier connu, actuellement sous enquête. Des relevés bancaires montrant que Thomas avait hypothéqué la maison pour 180 000 € sans que Sophie le sache. Faux et usage de faux, elle n'avait pas signé les documents.
Carte de crédit ouverte au nom de Sophie. 47 000 € de dette qu'elle ignorait. Compte de jeu en ligne montrant des pertes de 523 000 € sur 3 ans. Il vivait une double vie, a dit Maître Laurent. Et quand tout s'est effondré, il a décidé que vous étiez la solution. C'est mon fils, ai-je dit. Il a cessé d'être votre fils quand il a mis de l'arsenic dans du chocolat pour vous tuer. La comparution immédiate n'était pas possible vu la gravité, une instruction a été ouverte. Le juge d'instruction a mis Thomas en examen. Le procureur de la République a présenté les preuves pour demander son maintien en détention. Le juge des libertés a ordonné son incarcération immédiate en attendant le procès. Sophie a demandé le divorce le lundi. Garde exclusive des enfants, ordonnance de protection empêchant Thomas de tout contact. Elle a déménagé avec les enfants chez ses parents. Elle a changé son numéro. Elle a dit aux enfants que leur papa était malade. Emma m'a demandé une fois, « Papy Jacques, est-ce que papa va en prison ?» Oui, ma chérie. Parce qu'il nous a fait mal ? Parce qu'il a fait de très mauvais choix. 3 semaines après l'empoisonnement, tout était prêt. Maître Laurent avait rédigé les nouveaux documents de succession. Thomas m'appelait depuis la prison. Je ne répondais jamais. Les messages vocaux commençaient par des excuses, puis de la colère, puis du désespoir. Les types à qui je dois de l'argent menacent maman. Paye-les avec mon héritage. J'ai gardé chaque message, transmis au procureur. J'ai décidé que j'avais besoin de tourner la page. J'ai invité tout le monde au dîner du dimanche. Léa et Léo étaient sortis de l'hôpital. Sophie avait accepté de venir. Même Martine. J'ai préparé le dîner moi-même. Pot-au-feu. Le plat préféré de Thomas. Nous nous sommes assis. Puis je me suis levé. J'ai une annonce à faire. Je donne mon héritage. Martine a posé sa fourchette. Jacques, ce n'est pas le moment. Aux enfants. Léa et Léo. Placés sur un compte bloqué jusqu'à leurs 25 ans. Sophie a mis la main devant sa bouche. La maison, les économies, l'assurance vie, tout. 420 000 € partagés équitablement entre Léa et Léo. J'ai sorti les documents. Le Nouveau Testament, tout signé chez le notaire. Ce sont tes enfants, ai-je dit en regardant Martine. Les enfants que Thomas a essayé d'assassiner pour de l'argent. Sophie a saisi les papiers, a pleuré. Jacques, c'est trop. C'est déjà fait. Léa était confuse. Papy, pourquoi papa a voulu nous faire mal ? Parce qu'il voulait mon argent, ma puce. J'ai sorti le reste. Les rapports d'hôpital, le rapport de police, les preuves du détective. J'ai tout étalé sur la table. Pour que Martine voie. Thomas m'a envoyé des chocolats à l'arsenic. Il avait l'intention de me tuer. Quand j'ai donné ces chocolats à ses enfants, il n'a pas couru à l'hôpital. Il est allé se cacher chez sa mère. Martine secouait la tête. C'est toujours ton fils, Jacques. Il a fait une erreur. Il a essayé de commettre un meurtre. C'est un danger pour tout le monde. La sonnette a retenti. J'avais appelé le lieutenant Rodriguez ce matin-là. Je lui avais dit que j'avais plus de preuves, les messages vocaux. Il est entré avec 2 officiers. Madame Mercier, a-t-il dit à Sophie. Nous vous informons que des charges supplémentaires sont retenues contre votre mari. Subornation de témoins et association de malfaiteurs. Il a appelé des complices pour essayer d'intimider des témoins. Il m'a appelé, a dit Sophie doucement. Il y a 3 jours depuis la prison. Il a dit que si je témoignais, je le regretterais. Elle a fait écouter l'enregistrement. La voix froide de Thomas. Les enfants ont entendu la voix de leur père. Léo a commencé à pleurer. Le procureur va demander la peine maximale, a dit Rodriguez. Martine a gémi. C'est de la folie. Madame, votre fils a détruit sa propre vie, a dit Rodriguez fermement. Monsieur Mercier, le procès aura lieu aux assises dans quelques mois. Êtes-vous prêt à témoigner ? Oui, ai-je dit. Le procès a duré 4 jours. Les preuves étaient accablantes. Le jury n'a pas cru à la folie passagère. Verdict, coupable. Le juge a condamné Thomas à 25 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté. Thomas aura 57 ans quand il sortira. Ses enfants seront adultes. Sa vie sera finie. Alors qu'ils l'emmenaient menotter,
Thomas m'a regardé une dernière fois. J'espère que tu es content, a-t-il dit, la voix vide. Je ne suis pas content, lui ai-je dit. Mais tes enfants sont en sécurité, et ils auront de l'argent pour leurs études. L'argent que tu as essayé de voler. C'est ça la justice. Les gardes l'ont emmené. Je suis sorti du tribunal avec Sophie. Elle s'est remariée plus tard. Un comptable, un type bien. Léa et Léo l'appellent papa maintenant. Il m'appelle Papy Jacques. Martine m'a appelé ce soir-là. J'espère que tu es satisfait. Ton propre fils va en prison. Mon fils a essayé de me tuer. Puis il a failli tuer ses enfants. Il a cherché ça tout seul. J'ai raccroché. Bloqué son numéro. J'écris ceci 2 ans après l'empoisonnement. Léa a 10 ans. Léo en a 8. Ils vont bien. La thérapie a aidé. Le temps a aidé. Ils demandent parfois des nouvelles de leur père. Est-ce que papa est toujours en prison? Oui. Thomas écrit des lettres parfois. Sophie les jette sans les ouvrir. L'argent fructifie sur les comptes bloqués. Quand Léa aura 25 ans, sa part vaudra peut-être 300 000 euros. Assez pour acheter une maison, lancer une entreprise. Ils n'auront jamais à galérer comme j'ai galéré. C'est ce que la cupidité de Thomas leur a acheté. La liberté. Les gens me demandent si je suis en colère. Si je déteste mon fils. Non. La haine demande de l'affection. La colère demande une connexion. Thomas a coupé cette connexion quand il a dissous de l'arsenic dans du chocolat belge. Il voulait 400 000 euros au point de tuer pour ça. Au lieu de cela, ses enfants ont eu chaque centime, et lui a eu 25 ans pour réfléchir à ce qu'il a perdu. J'appelle ça la justice. Il disait que j'étais trop faible pour le punir. Il avait raison sur qui j'avais été. Mais il a oublié que même les hommes faibles ont des limites. Et quand on les franchit, quand on empoisonne son propre père et accidentellement ses propres enfants, la faiblesse devient autre chose. Elle devient force. Elle devient justice. Le garçon que j'ai élevé est mort le jour où il a choisi l'argent plutôt que la vie de ses enfants. Je suis juste heureux d'avoir vécu assez longtemps pour m'assurer que tout le monde le sache.